Bonjour à tous et bienvenue dans la grande interview. Je reçois aujourd'hui Vincent Kongjok, chef d'entreprise camerounais, entrepreneur engagé, mais aussi auteur. Monsieur Kongjok, bonjour. Bonjour. Alors une première question globale pour commencer. On a coutume de dire que l'économie, c'est de l'énergie transformée. Dans quelle mesure le déficit énergétique de l'Afrique l'empêche de réaliser pleinement son potentiel ? Effectivement, vous savez, aujourd'hui, la majorité, ou je dirais la totalité des pays africains considèrent qu'ils devraient d'une certaine manière s'industrialiser. Je vous fais fi de tout le déficit énergétique aujourd'hui qui régit l'Afrique puisque les journaux, les médias à profusion en parlent. Et vous savez pertinemment que le développement industriel a besoin d'un certain nombre de points. Le premier, c'est l'énergie, à savoir une énergie fiable, disponible, mais surtout à coût réduit. En plus de cela, nous avons les ressources humaines et plus tard, je dirais, les ressources naturelles qui doivent être transformées puisque l'Afrique aujourd'hui, davantage, va évoluer vers la transformation de ces ressources naturelles et autres pour lui permettre de se développer. Donc vous voyez très clairement que l'énergie est au cœur de tout. Fiable, disponible et à bas prix. Alors on va regarder ensemble quelques exemples de mix énergétique à travers l'Afrique. On a par exemple un pays comme l'Algérie qui se repose principalement sur ses ressources en gaz, mais qui parie également sur l'énergie solaire. Quelle est votre opinion sur ces choix énergétiques ? Vous savez, les bases de la planification énergétique sont davantage sur les ressources disponibles. Nous savons aujourd'hui qu'un pays comme l'Algérie a à profusion des ressources gazières. Et ce n'est que très normal qu'elle utilise ces ressources en priorité pour pouvoir produire son énergie. Nous avons de l'autre côté aussi le soleil qui permet d'avoir une énergie solaire. Tout en sachant que ce ne pourra pas être une énergie pour le développement industriel parce qu'étant intermittente. Et donc forcément trop cher si on veut l'utiliser au niveau industriel puisqu'il va falloir y rajouter des mécanismes d'accumulation. Donc aujourd'hui, chaque pays africain devrait davantage miser sur sa ressource naturelle qui lui permettrait d'avoir une énergie à coût réduit. Et c'est pour cela que des pays, par exemple comme le Cameroun, utilisent davantage son hydroélectricité aujourd'hui et certainement va utiliser un peu plus de solaire dans le nord du Cameroun pour pouvoir produire une énergie qui pourra permettre à la population d'évoluer vers la prospérité. Mais comme vous le savez, les énergies renouvelables, notamment comme l'hydraulique, qui peuvent être d'un apport non négligeable au développement, le gaz aujourd'hui aussi, qui est au niveau acceptabilité bien meilleur que le pétrole ou le fioul lourd est bien meilleur que le charbon, offre une opportunité à l'Algérie de pouvoir avoir une énergie appropriée. Vous avez évoqué tout de suite l'énergie hydroélectrique. On a l'exemple sur le continent africain de l'Éthiopie qui termine son grand barrage de la Renaissance et qui aura à terme une puissance de 6000 mégawatts, ce qui a par exemple motivé Addis Abeba à se tourner radicalement vers les véhicules électriques. Est-ce que, d'après vous, c'est une initiative qui va dans le bon sens ? Pour le pays qui construit la centrale, forcément, l'initiative d'une très grande centrale hydraulique va excessivement dans le bon sens puisque c'est une énergie non seulement l'hydroélectricité est non seulement renouvelable mais en même temps permet de réduire les coûts de production suivant le mécanisme utilisé pour cette production-là. Et effectivement, évoluer aussi vers, je dirais, les véhicules électriques permet d'éviter les monoxydes de carbone qui sont produits par les véhicules avec, que ce soit du diesel ou de l'essence et autres. Donc, au niveau environnemental, c'est des choix qui sont extrêmement judicieux puisqu'on évolue vers un système énergétique qui est assez judicieux pour ce pays-là. Mais il est quand même à noter que l'hydroélectricité qui est
une source énergétique, je dirais non seulement renouvelable, mais propre, aujourd'hui, entraîne aussi un certain nombre de défis. Parce que quand il faut faire un barrage, et surtout les grands barrages, il est important de savoir qu'on va occuper une très grande surface qui va être inondée d'eau. Et souvent, c'est les terres arables. C'est des terres qui sont très, très productrices et autres, qui font en sorte qu'il y a quand même des défis, quoique l'hydroélectricité étant, je dirais, une opportunité. Et beaucoup de pays, notamment en Afrique centrale, que ce soit des pays comme la zone congolaise et autres, le Cameroun, priorisent cette source énergétique-là dans la mesure où ils ont une quantité d'eau à profusion. Vous avez parlé tout de suite du potentiel hydroélectrique en Afrique centrale. Quel est-il exactement? Mais il est énorme. Énorme. Je ne vais pas parler parce que j'aimerais davantage parler du Cameroun qui est mon pays, parce que dans la zone congolaise, je ne voulais pas insister là, mais vous savez que le barrage de Inga, la zone de Inga, on en parle depuis plus de 60 ans, qui a un potentiel qui pourrait être capable d'alimenter en électricité la totalité de la zone ou une grande partie de l'Afrique. Mais au niveau du Cameroun aussi, il y a un très grand fleuve qui s'appelle la Sanaga, qui est un fleuve aujourd'hui qui est capable de produire quasiment 20 fois sa capacité de production aujourd'hui, mais à condition d'optimiser son utilisation. Parce qu'il va falloir mettre un certain nombre de barrages tout le long de son cycle, tout en sachant qu'aujourd'hui, on a davantage prioritisé des grandes centrales hydroélectriques. Mais si on s'inspire de ce qui a été fait dans un fleuve comme l'Isère, au niveau de la France et autres, on est capable de faire des mini-centrales, des micro-centrales, mais surtout des mini-centrales hydrauliques tout le long de son cheminement, ce qui apportera une valeur ajoutée. Et en même temps, ceci permettrait aussi de désenclaver au niveau industrialisation, puisqu'on aura des unités de production énergétique tout le long du fleuve. Ceci réduira le coût du transfert et du transport d'énergie, et en même temps, on pourra construire dans toutes ces petites zones isolées et autres de production d'énergie des systèmes industriels. Ça peut être la transformation du bois, du papier, qu'importe, mais on aura la possibilité donc de pouvoir décentraliser l'industrie et d'avoir une industrie productive décentralisée. Et ce qui permettrait également de raccorder une partie importante de la population, souvent dans les zones rurales et reculées qui ne sont pas forcément reliées au réseau électrique. Vous le dites, en réalité, et c'est même ça le grand problème, en ayant ces petits sites de production énergétique, on est capable de développer autour de ces centrales des îlots de développement et en même temps d'alimenter un certain nombre de personnes qui sont tout autour. Il est à noter que dans un pays comme le Cameroun, il y a des zones, notamment la centrale de Son Loulou, où on retrouve l'électricité produite à Son Loulou plus facilement à Douala et à Yaoundé qu'on ne la retrouve autour de la zone où on produit cette électricité. Et effectivement, ce mécanisme de mini-centrale isolé et qui permettront en même temps de développer des industries productives décentralisées serait un plus même pour la lutte contre l'exode rural aujourd'hui, qui fait en sorte que nous avons des concentrations d'habitants autour de Douala et Yaoundé qui commencent à être inacceptables. Car il faut bien le dire, de nombreux pays africains sont encore sujets à des coupures d'électricité, parfois de plusieurs heures par jour, faute d'un accès à une énergie fiable. Certains de ces pays, comme le Gabon, pour n'en citer qu'un seul, ont recours à des bateaux-usines, vous savez, qui sont stationnés au large de leur port pour produire de l'électricité. On est d'accord, c'est pas une solution pérenne pour ces pays. Non, je vous dirais en réalité, et là vous touchez du doigt quelque chose qui est extrêmement important. Le problème des délestages et des coupures électriques n'est pas seulement ce que vous mentionnez, à savoir le problème de production, parce que le fait d'avoir apporté des bateaux ne règle pas entièrement la problématique des coupures électriques. Parce que le problème électrique est beaucoup plus intégré.
il est beaucoup plus holistique aujourd'hui, dans la mesure où ce n'est pas simplement un problème de production, ni un problème de transport, ni un problème de distribution. C'est un problème général qu'il faut regarder de manière intégrée. Le cadre réglementaire aujourd'hui n'est pas approprié. La qualité des équipements qui peuvent être acceptés dans ce système ne sont pas le mieux. Aujourd'hui, la législation, la visibilité, la partie même qualité des équipements qui doivent être utilisés n'est pas réglée de façon optimale. Et en même temps, le mécanisme bancaire qui doit investir dans ce système-là n'est pas approprié, ce qui fait des systèmes de production énergétique à coût très élevé. En réalité, il est important de regarder l'infrastructure. Et quand je parle d'infrastructure, je ne parle pas des équipements de production ni de transport. Je parle de l'infrastructure qui doit porter le développement énergétique de manière harmonieuse. Un des derniers points aussi, c'est la planification énergétique. Nous avons des économies et nous avons une population qui progresse d'une certaine manière. Nous avons des économies en progression et qui augmentent les besoins en énergie. Nous avons des besoins d'industrialisation qui ont besoin aujourd'hui à ce que nous ayons une énergie moins chère, comme je l'ai dit tantôt. Et à partir de cet instant, il est important donc que la planification énergétique faite sur la base d'outils de planification appropriés et acceptés, même par le système des investisseurs, le système de la Banque mondiale, ainsi que de tous les autres investisseurs qui comprendront qu'avec la planification qui a été faite, ils peuvent gagner de l'argent parce que l'investisseur ne vient pas pour perdre l'argent ou bien il ne vient pas pour faire plaisir, il vient parce qu'il sait que il a une opportunité, il a un marché. Et à partir de cet instant, si tout cela est fait de manière optimale, alors là, on pourra penser à ce que les délestages ou les ruptures de courant dans les villes puissent être résolus. Et je ne parle pas là d'un problème théorique. C'est un problème aujourd'hui qui a été résolu ailleurs. Si vous allez dans des pays comme le Maroc et autres, ils se sont lancés dans le développement énergétique en s'assurant que même la partie transfert de technologie et autres est prise en considération, innovation, parce que même le solaire utilisé au Maroc, les panneaux solaires utilisés au Maroc, qui à certains moments peut avoir des températures très élevées, doivent être différents des panneaux solaires qui sont utilisés en Allemagne. Donc, ils ont regardé ces choses de manière optimale. Un pays comme le Sénégal a énormément évolué pour bâtir une infrastructure et cela a fait qu'en 3 ans, ce pays a construit facilement 5 centrales solaires de plus de 20 mégawatts et autres. Pourquoi? Parce que l'infrastructure capable d'absorber le développement énergétique était en place. Donc ce que le Maroc et le Sénégal, dans une autre mesure, ont réussi à faire, qu'est-ce qui empêche les autres pays de le faire? C'est avant tout l'investissement, l'argent qui est mis dans le développement de ces infrastructures? Tout bon projet a un financement. Donc, chaque fois qu'on me dit c'est un problème d'argent, je dis non. Ce n'est pas un problème d'argent. C'est un problème d'organisation, c'est un problème de planification, mais surtout c'est un problème de vision. La majorité des pays que je n'ai pas cités et qui ont beaucoup de problèmes énergétiques aujourd'hui, c'est davantage ces 3 problèmes-là. C'est des pays qui sont aujourd'hui uniquement réactifs. Ils ne sont pas proactifs. Quand on est proactif, on anticipe sur un certain nombre de choses. Avoir un bateau le long de la barge qui doit produire l'électricité et autres, ou alors avoir un certain nombre de projets que nous voyons aujourd'hui où on achète l'électricité 5 fois le prix qui devrait revenir, c'est ne pas savoir anticiper. Et à partir de cet instant, j'aimerais, et s'il y a un message que j'aimerais faire passer, c'est de dire le problème énergétique aujourd'hui en Afrique, ce n'est pas un problème d'argent. Même si l'argent manque, parce que soyons clairs, il n'y a pas assez d'argent, c'est un fait, l'argent manque. Mais ce qu'il y a aussi, c'est la priorisation. Si aujourd'hui, au lieu d'acheter du champagne, on le mettait pour développer un système énergétique bien planifié, bien développé, eh bien, on progressera. Au lieu de faire du gaspillage d'argent avec des projets très onéreux, aujourd'hui, une centrale construite en Afrique, dans certains pays, en construit 2, voire 3 dans d'autres pays.
c'est tout ce gâchis, c'est toute cette perte de ressources qu'il est important d'attaquer et qu'il est important de voir avec des vrais spécialistes et autres pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse évoluer dans ce sens-là. Il y a un problème aussi, c'est que les décideurs souvent qui décident sur les problèmes énergétiques n'y connaissent rien. Ils n'attendent que leur pourcentage de corruptif qui fait en sorte que nous avons des projets extrêmement onéreux. Parce qu'avec le peu de moyens que nous avons, et il faut le reconnaître, les moyens ne sont pas élevés, on aurait pu faire bien mieux que ce que nous faisons aujourd'hui. Alors vous avez parlé de vision, de choix politique. On pense au nucléaire parce qu'il y a plusieurs pays qui s'intéressent à cette source d'énergie, mais à l'heure actuelle en Afrique, on ne compte qu'une seule centrale nucléaire en activité à l'heure actuelle en Afrique du Sud. Mais il y a de nombreux autres projets sur le continent, comme en Égypte, avec cette centrale qui sera livrée, si tout va bien, dès l'année prochaine. Quelles sont les perspectives réelles de l'énergie nucléaire sur le continent africain ? Je dirais que le problème de l'énergie nucléaire en Afrique, c'est un problème de décision et c'est un problème de vision. Est-ce que le nucléaire est une opportunité aujourd'hui en Afrique? La question ne se pose pas. La réponse est oui. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de pays n'ont pas pu ou n'arrivent pas à se décider parce que les responsables étatiques sont dans une situation de balance entre ceux qui leur disent ça peut aller en faisant une faisabilité appropriée et ceux qui leur disent oh ne vous y lancez pas. Et pendant ce temps, ils y sont à fond et autres parce que la majorité des pays aujourd'hui développés utilisent le nucléaire comme source de production énergétique. Mais c'est certains conseillers de ces mêmes pays-là, pour certains, je ne dis pas la totalité, qu'ils reviennent conseiller certains chefs d'État africains ou alors des institutions internationales pour leur dire non, le nucléaire n'est pas une bonne opportunité et autres. Et lancez-vous complètement dans le solaire, tout en sachant que le solaire ne pourra absolument pas permettre à ces pays de se développer industriellement. L'Afrique du Sud l'a compris à une époque où on était dans une période d'apartheid et a construit des centrales. Récemment, l'Égypte l'a construit. Et moi, je visite des pays africains où certains me disent encore « Oui, mais on ne peut pas parce qu'il y a tel pays qui va nous empêcher, les pays développés ne vont pas nous aider, la Banque mondiale, effectivement, ne finance pas le nucléaire aujourd'hui, et ainsi de suite. » Mais ce que j'aimerais dire à tous ceux qui peuvent nous écouter, c'est que il y a une approche qui a été développée par l'AEA, qu'on appelle l'approche par jalon ou l'approche par étape. En anglais, c'est le Malleson approche. Et j'ai eu l'immense honneur de participer au développement de cette approche. Et cette approche a identifié les étapes et les considérations qu'il faut faire pour se lancer dans le nucléaire. Ça veut dire que cette approche, d'une certaine manière, a permis de connaître tout ce qu'il faut, comme quand vous faites une carte d'identité nationale, il vous faut une photo, il vous faut l'acte de naissance, il vous faut les empreintes digitales et on vous fait la carte d'identité nationale. Et bien, le Malleson approche a défini exactement ce qu'il faut. Et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, les pays peuvent se lancer dans le nucléaire et les fournisseurs du nucléaire sont à profusion. On a la Corée qui fait des très bonnes centrales, on a la Russie qui fait d'excellentes centrales, on a la Chine, on a la France, on a le Japon, on a les États-Unis, et on a le Canada, et c'est toutes des centrales éprouvées. Je ne demande même pas, et je n'insiste pas sur les SMA, qui sont les small and medium modular reactors, qui sont des plus petits centrales aujourd'hui, qui peuvent plus facilement entrer dans nos systèmes énergétiques et autres. Je parle des centrales nucléaires de production de masse aujourd'hui qui sont éprouvées et qui peuvent très bien fonctionner en Afrique. Et un des premiers pays qui l'a compris très récemment, c'est l'Égypte. Et quand le Malleson est sorti, le Malleson approche est sorti, un des premiers pays à avoir pris cela en considération, à ici être lancé, c'était les Émirats Arabes Unis, pays pétroliers.
Après, on a la Biélorussie, on a maintenant l'Égypte, on a beaucoup d'autres pays et autres qui l'ont compris. Et les pays africains peut-être tardent, mais je suis optimiste que très tôt ou tard, ils vont le comprendre que le nucléaire est une opportunité pour le système énergétique dans nos pays. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment qu'il s'agit d'une option trop sophistiquée, uniquement réservée aux pays industrialisés? Je leur réponds de la même manière. Dans les années 60-70, on disait la même chose sur les compagnies aériennes. On disait que les pays africains n'ont pas la capacité de gérer un avion. Allez le redire aujourd'hui à Ethiopian Airlines. Allez le redire aux Éthiopiens. Allez le redire aux Algériens. Allez le redire aux Égyptiens. Allez le redire même aux Ivoiriens, même aux Sénégalais. Aujourd'hui, ces pays-là gèrent des avions de manière optimale. Moi, j'ai entendu cela aussi. Là, c'est plus récemment. Il y a moins de 20 ans, on est fin des années 90, et on me disait, oui, un pays comme le Nigeria ne peut pas gérer un réacteur de recherche. Parce que c'est pas un pays approprié par rapport pour la gestion de la maintenance. Allez à Zaria pour voir le réacteur de recherche qui y fonctionne. Est-ce qu'il fonctionne moins bien que celui qui est à MIT ou celui qui est dans un grand laboratoire français? La réponse est non. Donc ceux qui le disent aujourd'hui, ils ont entièrement tort. Et ils ont encore davantage plus tort que le système international s'arrange à ce que les gens doivent respecter tous les aspects de la sûreté et de la sécurité avant qu'on ne leur vende une centrale nucléaire. Parce qu'un accident, n'importe où, est un accident partout. Et pour cela, tout le monde œuvre aujourd'hui sous la coordination de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour s'assurer que tout réacteur dans le monde qui fonctionne le fait est exploité de manière appropriée. Donc, ceux qui ont peur, ceux qui ont des doutes, moi je n'ai aucun doute, le système n'a aucun doute, les gens informés n'ont absolument aucun doute. Et ceux qui reviennent aussi, et là je vais peut-être embrayer, parce que je sais certainement que vous allez y passer, sur le problème des déchets, je leur dis simplement, les déchets c'est un défi. Mais quand on connaît, et je suis Camerounais, et j'ai mon entraîneur de football qui parlait de la théorie du danger. À partir du moment où on connaît son danger, eh ben on n'est plus en danger. Je le prends dans un autre sens d'une certaine manière. Donc aujourd'hui, les déchets, c'est quelque chose c'est un défi, et ce défi-là, on est capable de le gérer. Un exemple, la France n'est pas un des plus grands pays du monde, c'est 58 réacteurs nucléaires en fonctionnement. Si on prend simplement 1000 mégawatts par réacteur, et il y en a de 1400 voire de 1600, et si on prend seulement 1000 mégawatts, ça fait 58 000 mégawatts de capacité de production. Vous avez déjà entendu qu'il y a un problème de déchets dont on ne sait pas où mettre en France? La réponse est non. Donc, je considère aujourd'hui, par contre, qu'il est important de faire une analyse prospective, maîtriser le bien fondé de se lancer dans le nucléaire, et ceci nécessite une étude approfondie. Et bien, à l'issue de cette étude, on peut identifier les pays qui peuvent absorber le nucléaire et les pays qui ne le peuvent pas. Parce que le nucléaire, ce n'est pas pour tout le monde, on est d'accord, mais certains pays, aujourd'hui en Afrique, et non des moindres, des pays comme tous les pays du Maghreb, des pays comme le Nigeria et j'en passe, seraient aujourd'hui des pays, et même l'Afrique du Sud, qui devrait évoluer pour augmenter sa capacité de production et autres. Ça, c'est des pays où le nucléaire peut être absorbé maintenant et immédiatement. Il y a d'autres pays, je pense à des pays enclavés comme le Mali ou le Burkina Faso, qui s'intéressent eux aussi à l'énergie nucléaire, qui ont déjà des contacts avec Rosatom, le géant russe du nucléaire civil. Quels sont les obstacles? Là, on parle de pays qui sont encore assez loin d'obtenir ces technologies comparés à ceux que vous venez d'énoncer. Moi, je vais parler d'un certain nombre de pays que je connais et un peu moins de ceux que je connais pas. Beaucoup dans leur phase de développement. Un pays comme le Burkina Faso, pour ce que j'ai suivi dans les médias, parce que je ne connais pas leur programme en profondeur et autres, je crois que ce pays doit davantage
se renseigner et doit être davantage conseillé pour maîtriser un certain nombre de choses. Parce que j'ai entendu ça et là qu'il voulait se lancer dans les petits réacteurs modulaires, ça veut dire les SMR. Mais aujourd'hui, c'est une technologie qui n'est pas encore complètement éprouvée et pour des pays producteurs de réacteurs, je suis tout à fait d'accord qu'ils doivent normalement y travailler et ça ne cause aucun problème. Mais pour un pays comme le Burkina Faso, c'est ce qu'on appelle les first of in kind, ce serait difficile aujourd'hui de pouvoir les absorber. Pour des pays comme le Niger, que je connais un peu mieux par rapport au développement de leur programme et autres, je crois que c'est un programme où ils ont établi une haute autorité à l'énergie atomique qui travaille très activement pour analyser le bien fondé du nucléaire dans ce pays. Et ce pays a énormément évolué. Contrairement à ce que d'aucuns savent ou pensent, c'est un pays qui a fait de nombreuses études pour voir l'acceptabilité et l'introduction du nucléaire dans ce pays. Et c'est un pays aussi qui a une très bonne vision que je partage, qui est aussi une vision régionaliste, que de se lancer dans des réacteurs petits qu'ils pourront absorber très facilement. Pourquoi ne pas penser aux réacteurs actuels qui sont beaucoup plus grands et autres, mais en pensant à la région, à la sous-région, avec la totalité des autres pays et autres. Et moi, je crois que c'est un projet viable, c'est un projet qui pourrait se développer à condition qu'il y ait les décisions nécessaires qui vont faire en sorte que ce pays-là puisse progresser davantage. Et je sais qu'il y a des contacts, ça et là, qui ont été initiés et autres. Et le travail qui est fait sur le terrain pour avoir la maîtrise du développement du programme est un travail qui est conséquent. Monsieur Kongjok, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. C'était vraiment très, très intéressant de parler de toutes ces problématiques avec vous. Je vous remercie donc d'avoir participé à cette interview. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de parler d'un problème comme celui-là qui me tient à cœur, d'un problème aussi important pour tout un continent et d'un problème qui permettra pas seulement un problème de survie, mais c'est ça qui va construire le développement de notre continent. Et quand on parle de développementalisme, qui est la vision que quelqu'un comme moi, je dirais, nous faisons la promotion, un développementalisme communautaire, l'énergie et la localité sont au centre de tout. C'est moi qui vous remercie donc. Monsieur Kongjok, merci encore et merci à vous de nous avoir suivis.